Dans cette vidéo, on va étudier ensemble le cas de mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou aussi appelé mouvement rectiligne uniformément varié. Quand un solide est en mouvement rectiligne veut dire que la trajectoire d'un point de ce solide se déplace selon une ligne droite. Par exemple ici, au cours du déplacement, le déplacement s'est passé de la gauche vers la droite selon un axe horizontal X. Dans ce cas aussi, le mouvement est rectiligne, simplement l'axe est oblique. Dans ce cas, la trajectoire du point A est parabolique. Pour pouvoir se ramener à un cas de mouvement rectiligne, on va suivre la projection du mouvement selon un axe. Ici, l'axe X par exemple, qui serait horizontal. On pourrait faire de même pour l'axe vertical Y. Uniformément accéléré veut dire que pendant le mouvement, le point va subir une accélération constante. Une accélération qui pourra être positive ou négative. Par exemple, la pastille verte disposée sur le robot subit une décélération. Si l'accélération est constante, l'accélération ne varie donc pas au cours du temps. On va la noter à 0. Je sais d'autre part que l'accélération, c'était la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ça veut donc dire que si j'intègre l'accélération pour trouver la vitesse, je trouve a0 fois t plus une constante v0. On verra comment la déterminer. Je fais la même chose pour la position, j'intègre la vitesse et je trouve a0 fois t carré sur 2 plus v0 fois t plus une nouvelle constante x0. On nomme ces équations les trois lois horaires du mouvement et pour déterminer entièrement le mouvement, il faut calculer les valeurs de a0, v0 et x0. Pour déterminer les lois horaires de l'objet lâché par le bonhomme sur la photo ici, il faut déjà que je définisse un axe, donc l'axe du mouvement x. On va dire qu'à l'instant t est égal à 0, il va effectuer le lâcher. Cela veut dire que la position initiale pour t est égale à 0 est égale à 0, l'origine de l'axe des x. La vitesse, comme c'est un lâcher, est nulle. Et enfin, l'accélération à t est égale à 0 est égale à l'accélération de la gravité, 9,81 mètres par seconde au carré. Je réécris alors mes trois lois horaires et remplace t par 0. Ça fait disparaître certains termes. Je connais les résultats de l'accélération, de la vitesse et de la position au temps t est égal à 0. Je remplace dans les équations et trouve donc les constantes a0, v0 et x0. Je peux alors réécrire mes trois lois horaires et déterminer pour tout temps t la vitesse, la position et l'accélération. Par exemple, au temps t est égal à 1 seconde, la vitesse sera de 9,81 mètres par seconde et la position de 4,65 mètres. Voici un autre exemple, une voiture qui freine. Ce que l'on fait, on note d'abord au temps t est égal à 0 la vitesse de la voiture au début du freinage, par exemple 2 mètres par seconde, ainsi que la position, on va mettre l'origine du repère ici. On ne connaît pas son accélération, plutôt sa décélération. Au temps t est égal à 1 seconde, on a freiné, la vitesse est nulle. On ne connaît pas la distance que l'on a parcourue, x. Il faut commencer par réécrire les trois lois horaires pour le temps t est égal à 0. Certains termes vont donc se simplifier, tout ce qui dépend de t va disparaître. Ça nous permet de déterminer les constantes v0 et x0. On réécrit ensuite les trois lois horaires pour le temps t est égal à 1. On sait que la vitesse au bout de 1 seconde est égale à 0, on le réécrit donc. Ensuite, on remplace tous les t par 1. On sait aussi que v0 est égal à 2 et x0 est égal à 0. On l'avait déterminé précédemment. On simplifie l'écriture. Et grâce à ce nouveau système, on détermine a0. Les trois constantes ayant été déterminées, on peut écrire les lois horaires pour tout temps t. Dernier cas à voir ensemble, c'est le cas du mouvement avec plusieurs phases. Ici, dans ce crash test, la voiture se déplace à vitesse constante jusqu'à percuter le mur. Sa vitesse va alors décroître pour atteindre une vitesse nulle. On peut représenter graphiquement la vitesse en fonction du temps. La première phase se déroule à vitesse constante et la deuxième phase à vitesse décroissante. Il faut alors noter sur le graphique tous les éléments connus. Au début, le temps est nul et la vitesse est de 63 km/h. On va initialiser la position à 0. Au milieu, le temps est connu, la vitesse de 63. Et à la fin, le temps connu et la vitesse est nulle. Pour débuter, on va étudier la phase numéro 1. On réécrit les trois lois horaires. Et à partir des données des débuts et fins de phase, on peut calculer les constantes a0, v0 et x0. Si l'on connaît le temps t1, par exemple 0,1 seconde, on peut alors calculer la position en fin de phase 1, 1,75 mètres.
On peut alors compléter le graphique du début en rajoutant la nouvelle position au milieu et en ajoutant éventuellement la conversion de vitesse en mètres par seconde. On étudie ensuite la deuxième phase. Le plus simple est de recaler la chronologie du début de la deuxième phase sur 0. On réécrit les trois lois horaires en gardant bien à l'esprit que les constantes A0, V0 et X0 sont de nouvelles constantes pour la nouvelle phase 2. Grâce au décalage de l'origine des temps, le début de la phase 2 et portée est égal à 0, ceci me permet de calculer x0 et v0. Je réécris donc les lois horaires avec ce que je connais. La fin de la phase 2 n'est plus égale à t2, mais égale à t2 moins t1, car j'ai décalé l'origine des temps. Pour cette fin de phase, je connais la vitesse. En intégrant cela dans mes équations horaires, je peux déterminer A0. Ici, moins 87,5 mètres par seconde au carré, soit environ 9 G. Dans sa thèse, on a vu ensemble comment identifier les mouvements rectilignes uniformément variés, d'où provenaient les trois lois horaires, et comment les exploiter, c'est-à-dire comment calculer les trois constantes A0, V0 et X0 pour chaque phase, c'est-à-dire à chaque moment du mouvement où l'accélération est constante.